Bonjour, maintenant que nous avons compris comment un rayon lumineux rebondit sur un miroir selon la loi de la réflexion, nous allons maintenant voir comment un miroir forme une image. Une image possède 4 caractéristiques fondamentales. Premièrement, sa nature, soit réelle ou virtuelle. Une image réelle est une image qui peut être captée sur un écran. Comme par exemple, si vous avez un projecteur, comme ceux-là qui se trouvent dans les classes, l'image est projetée sur un écran. Donc, ce sont des images réelles. Même principe au cinéma, on projette l'image sur un écran. C'est aussi donc une image réelle. L'autre type d'image, c'est les images virtuelles. Les images virtuelles, c'est l'inverse, ils ne peuvent pas être captées sur un écran. Prenez par exemple la situation qui est illustrée à la figure 1.14. Vous avez la personne qui regarde avec une loupe, une coccinelle qui se trouve sur une fleur. Ce qu'il voit, c'est une image virtuelle. Autrement dit, la loupe, elle forme une image virtuelle. Pourquoi? Elle ne peut pas être captée sur un écran. Un écran, ça peut être simplement une feuille de papier blanche sur laquelle on veut capter une image. Autrement dit, dans la situation de la figure 1.14 avec la loupe, est-ce que la personne pourrait placer une feuille de papier blanche quelque part et voir la coccinelle apparaître sur la feuille? Non, c'est impossible. La personne peut la voir directement avec son œil. On peut voir directement une image virtuelle avec notre œil, puisque notre œil fait une image réelle sur la rétine. Mais on ne peut pas capter l'image directement de la loupe sur une feuille, sur un écran. C'est une image virtuelle. La deuxième caractéristique des images, c'est son sens, qui peut être soit droit ou inversé. Donc droit, ça veut dire à l'endroit, et inversé à l'envers. Si on regarde par exemple l'image qui est produite par une loupe, c'est une image qui est droite. Donc si vous regardez par exemple du texte avec une loupe, vous allez pouvoir le lire correctement, c'est-à-dire que vous allez voir le texte à l'endroit. Dans plusieurs situations en optique, on va avoir des images qui vont être produites à l'envers. On verra des exemples de ça prochainement. La troisième caractéristique fondamentale des images, c'est sa grandeur. Il va y avoir trois types d'agrandissement. Soit l'image va être rapetissée. En passant rapetissée, je vais aussi dire réduite, ça veut dire la même chose. Soit elle va être de même grandeur que l'objet, donc la taille normale, initiale. Et dernier cas, c'est l'image va être agrandie. Vous avez sûrement déjà vu un peu des miroirs qui tendent à nous faire paraître plus petit ou à nous faire paraître plus grand. Ça, c'est des exemples d'images dont la taille n'est pas la même que celle de l'objet. La dernière caractéristique des images, c'est sa position, c'est-à-dire à quel endroit se trouve l'image. Ça a particulièrement de l'importance pour une image réelle, parce que, rappelez-vous, une image réelle, c'est une image qu'on peut capter sur un écran. Fait que c'est important de savoir où se trouve l'image, parce que c'est ça qui nous dit où mettre l'écran pour pouvoir voir l'image de façon nette. On va attaquer maintenant l'activité 1, une activité intéressante qui va nous permettre de comprendre les caractéristiques des images formées par un miroir plan. Alors, un miroir plan, on entend un miroir qui est plat, un miroir ordinaire comme on utilise pour se regarder normalement. Alors, le but ici est de trouver où est l'image de cet objet. Donc, la flèche que vous avez en jaune à gauche, ça représente l'objet. B, c'est pour dire que ça représente le bas de l'objet, et H, ça représente le haut de l'objet. C'est évident ici que ici c'est le bas, puis ici c'est le haut, mais lorsque on va regarder l'image, ça va nous permettre de savoir plus facilement où est le haut, où est le bas, pour savoir si l'image est inversée ou si elle est droite. Il y a déjà 4 rayons qui ont été tracés, c'est des rayons qui sont réfléchis par le miroir. Alors, la première question, on nous dit connaissant, avec nos connaissances par rapport à la réflexion spéculaire, c'est-à-dire la réflexion sur les miroirs, reproduit la trajectoire complète de ces 4 rayons. Autrement dit, on veut montrer le rayon incident. Les 4 rayons orange qui sont tracés, ce sont des rayons réfléchis, et on veut tracer les rayons incidents qui correspondent à ces rayons réfléchis-là. A priori, si on regarde par exemple le rayon qui est en haut complètement, le rayon réfléchi qui est en haut, ce rayon-là, a priori, on ne sait pas s'il provient du haut de l'objet ou du bas de l'objet. Okay? Il y a les deux points importants pour délimiter l'objet, c'est l'extrémité du bas puis l'extrémité du haut. On ne sait pas s'il provient du bas ou du haut de l'objet. Mais si, par exemple, on essayait de faire partir le rayon du bas de l'objet, donc si on trace un rayon qui part comme ça,
du bas de l'objet et qu'ensuite on trace une droite normale qui passe vis-à-vis le point d'incidence, comme ceci. N'oubliez pas là, qu'il faut que la droite normale elle soit tracée en trait pointillé. On voit tout de suite que ça fonctionne pas. C'est-à-dire que pour ce rayon-là fictif que j'ai tracé, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion ne sont pas égaux. Regardez l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, ce serait l'angle qui est ici. Puis l'angle de réflexion, ce serait l'angle qui est ici. Et ce ne sont pas des angles égaux. L'angle d'incidence serait nettement plus élevé que l'angle de réflexion. Donc ça fonctionne pas. Le rayon qui réfléchit ici peut pas provenir du bas de l'objet, fait que probablement qu'il provient du haut de l'objet. On va effacer ça parce que dans le fond c'est pas bon. Et on va recommencer en faisant plutôt partir le rayon du haut de l'objet. Là déjà on voit que ça donne, juste à l'œil comme ça on voit que ça donne quelque chose qui est plus symétrique déjà. On va tracer la droite normale. Si vous pouvez utiliser différentes couleurs, ça va rendre votre tracé d'autant plus clair. Votre droite normale, elle doit passer par le point d'incidence ici. Rappelez-vous, le point d'incidence, c'est l'endroit où on touche le miroir. Et on doit absolument tracer la normale en trait pointillé. Là, maintenant, on peut aller mesurer l'angle d'incidence, qui est l'angle ici, ainsi que l'angle de réflexion, qui est ici. Fait que prenez votre rapporteur d'angle, mesurez ces deux angles-là. Faites pause sur la vidéo, lorsque vous allez mesurer l'angle, vous reprendrez. Et ça devrait vous donner 12 degrés. Donc 12 degrés à la fois pour l'angle d'incidence et pour l'angle de réflexion. Une chose qui reste à indiquer, c'est son sens de propagation. Donc on met toujours une pointe de flèche pour indiquer son sens. Et là, on va faire la même chose pour les trois autres rayons. Alors, le deuxième rayon, en partant du haut, il provient aussi du haut de l'objet. Fait qu'on trace son rayon incident comme ça. On trace son sens de propagation avec une pointe de flèche. Ensuite, on trace la normale, qui arrive à 90 degrés par rapport au miroir, qui passe par le point d'incidence. Et là, même chose, on va aller mesurer les angles d'incidence et l'angle de réflexion. Fait qu'ils sont petits, évidemment. L'angle d'incidence est ici, puis l'angle de réflexion ici. Et mesurer ça, ça devrait vous donner 5 degrés de part et d'autre. Donc 5 degrés pour chacun des deux angles. Ensuite, pour le troisième rayon réfléchi, même chose. Une petite information importante, ce rayon-là, il provient du bas de l'objet. On le voit ici là, que ça fonctionne, c'est symétrique. Si on le traversait à partir du haut, ça n'aurait pas été symétrique comme tout à l'heure. Et on trace encore la normale, on mesure l'angle. Ici, ma normale là, est pas très précise, là, elle doit être un peu plus haut, c'est pour ça que mes angles sont un petit peu différents, mais théoriquement, ils devraient être congrus, c'est-à-dire égaux. Ici, votre angle, ça devrait vous donner 7 degrés de part et d'autre pour l'angle d'incidence et de réflexion. Et finalement, pour le dernier rayon, on trace le rayon incident qui va provenir lui aussi là, du bas de l'objet. Ah oui, on n'oublie pas de tracer le sens de propagation de nos rayons, comme ceci, avec des points de flèche. Ensuite, on trace la droite normale. Et après avoir tracé la droite normale, on mesure l'angle d'incidence ici et l'angle de réflexion ici. Ces deux angles-là devraient vous donner 15 degrés chacun. Donc, autrement dit, le fait que l'angle d'incidence et de réflexion soient égaux, ça veut dire que le rayon incident qu'on a tracé était le bon. Ensuite, au numéro 2, on dit les images réelles sont formées par des faisceaux de lumière convergents, alors que des images virtuelles sont formées par des faisceaux divergents. Regardons en marge qu'est-ce que ça veut dire. On dit que des rayons ou des faisceaux de lumière sont convergents lorsqu'ils se dirigent vers un même point. Okay? C'est ça que ça veut dire, converger, ça veut dire ils sont en train de se rapprocher puis ils vont éventuellement se croiser. Dans le cas contraire, on dit qu'ils sont divergents. Donc des rayons divergents, ça veut dire des rayons qui vont en s'éloignant. Donc la question ici, les rayons réfléchis par le miroir sont-ils convergents ou divergents? Donc les rayons réfléchis par le miroir, je vous rappelle, c'est ceux qui étaient déjà tracés pour vous, c'est-à-dire ceux que j'ai surlignés en jaune sur la figure ici. Alors, évidemment, ces rayons-là ici divergent, c'est-à-dire qu'ils vont en s'éloignant. Donc au numéro 2, les rayons réfléchis divergent. Au numéro 3, on nous demande est-ce que l'image formée par les miroirs plans peut être image réelle? Donc, est-ce une image réelle ou une image virtuelle? Si on revient au numéro 2, on disait les images réelles sont formées par des faisceaux de lumière convergents et les images virtuelles sont formées par des faisceaux de lumière divergents. On vient de dire au numéro 2 que c'est un faisceau de lumière divergent. Donc,
c'est une image virtuelle. Lorsque les rayons réfléchis par le miroir divergent, c'est-à-dire qu'ils vont en s'éloignant, c'est une image virtuelle. Maintenant, le but, ça va être de voir apparaître cette image virtuelle-là sur notre schéma de rayon. Comment on fait ça? Au numéro 4, on vous donne l'instruction. Trace en trait pointillé le prolongement vers l'arrière du miroir de chacun des rayons réfléchis. Le point de croisement de ces prolongements permet de positionner l'image du point B, c'est-à-dire le bas de l'objet, et le point H, le haut de l'objet. Voyons voir. Alors, les 4 rayons réfléchis, ceux que j'ai surlignés en jaune, on va les prolonger vers l'arrière du miroir. Comme ceci. C'est important de travailler avec le plus de précision que vous êtes capable. Et c'est bien dit dans la question que les rayons doivent être prolongés en traits pointillés. Pourquoi on insiste sur la notion de pointillé? C'est parce que si on ne suit pas ces conventions-là, on va être vraiment tout mélangé dans nos schémas de rayons. En fait, la convention est la suivante. Lorsqu'on a un vrai rayon, on va le tracer en trait plein, c'est-à-dire normal, comme par exemple on a fait pour tous les rayons qui sont du côté gauche du miroir. Tout ça, ce sont des vrais rayons. À la fois les rayons incidents et ceux qui sont réfléchis, ce sont des vrais rayons de lumière. On les a tracés en trait plein. Ce qu'on trace en trait pointillé par convention, c'est les lignes imaginaires. C'est des choses qui n'existent pas vraiment, mais qui aident à notre construction physique de la situation. Par exemple, ici, la droite normale, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment une droite à cet endroit-là. C'est une construction imaginaire. Donc, on la trace en pointillé. Ensuite, même chose. Ce qu'on est en train de faire, les prolongements de rayons derrière le miroir, c'est des lignes imaginaires. En réalité, il n'y a rien derrière le miroir. Il n'y a pas de lumière derrière le miroir. C'est vraiment une construction imaginaire. Fait qu'on le trace en pointillé par convention pour le montrer. C'est là que ça devient intéressant, c'est que, voyez-vous que les 2 rayons qui provenaient du haut de l'objet, le point H, ces 2 rayons-là, ils ont été réfléchis, et leur prolongement de ces 2 rayons-là ont convergé ici. Donc les rayons réfléchis qui provenaient du point H ont convergé ici où j'ai mis la flèche rose, et ce point-là, on va donc l'appeler H'. Parce que dans le fond, ça va être l'image du point H. Donc le point H, c'est sur l'objet, et ce point-là va être imagé à l'endroit où les 2 rayons, les 2 prolongements se croisent, et ça, on va l'appeler le point H'. Même principe pour le point qui est en bas de l'objet, le point B, le point ici. Les 2 rayons qui émanaient de ce point-là ont été réfléchis, c'est ce rayon-là ici et ce rayon-là ici. Et lorsqu'on a prolongé ces 2 rayons-là, on obtient encore une fois un point de convergence ici. Ça, c'est le point où va se faire l'image du point B. On va l'appeler B'. C'est l'image du bas de l'objet. Et H', c'est l'image du haut de l'objet. Ici, l'objet a été symbolisé par une flèche. Mais il faut comprendre que l'objet, ça peut être n'importe quoi. C'est n'importe quoi qu'on regarde dans le miroir. Fait que, vous pouvez imaginer, par exemple, que l'objet, la flèche jaune, représente en fait une personne. Ça pourrait être, mettons, vous regardez devant un miroir blanc, mais la flèche jaune, là, c'est comme si ça serait votre corps. Okay? Puis H, ce serait comme le haut de votre tête, puis B, ce serait comme le dessous de vos pieds. Okay? Fait que, dans le fond, votre image, l'image de vous-même va se produire ici. Donc, le haut de votre tête va être imagé vis-à-vis le point H', puis le bas de vos pieds va être imagé vis-à-vis le point B'.
Autrement dit, on pourrait dire le H', c'est là où va se produire l'image de votre tête, puis B' comme l'image de vos pieds. Au numéro 5, trace l'image de la flèche en reliant les points B' et H', et place correctement la pointe de flèche pour indiquer le sens. Alors c'est facile, en fond, on va simplement faire un trait qui relie les deux points de croisement, comme ceci. Et on veut indiquer la flèche. Donc la flèche, elle pointe de B vers H. Donc même chose ici de B' vers H', comme ça. Donc ce que ça représente, c'est comme vous êtes devant le miroir, vous êtes l'objet qui est à gauche, puis à droite, la flèche que j'ai tracée en vert, c'est comme l'image de vous-même. C'est l'image que vous voyez de vous-même devant le miroir. Okay? C'est vraiment ça. Fait que, qu'est-ce qu'on voit, c'est que, évidemment, quand vous étiez devant votre miroir, vous aviez la tête en haut. Ben, votre image, elle a aussi la tête en haut. Okay? Parce qu'on voit que le H', l'image de votre tête, est en haut. Puis le B', l'image de vos pieds, est en bas. Donc, autrement dit, votre image, elle a effectivement la tête en haut, les pieds en bas. Okay? Comme vous-même, quand vous étiez devant le miroir. Autrement dit, l'image, elle est droite. Elle n'est pas inversée. Elle est droite. La tête est encore en haut, les pieds sont encore en bas. Ensuite, au numéro 6, on nous demande de mesurer la hauteur de l'objet ainsi que celle de l'image. Donc, avec une règle, simplement, vous allez mesurer la taille des deux flèches. La flèche objet à gauche et la flèche image à droite. Vous devriez obtenir 1,5 cm pour les deux, à la fois pour l'objet et pour l'image. Donc, tout de suite, on peut voir, est-ce que l'image est réduite de même taille ou agrandie? Ici, elle est de même taille. Okay. Donc, un miroir plan, ça forme une image qui n'est ni agrandie, ni rapetissée. Ça fait une image dont la taille est fidèle à celle de l'objet. Ça fait une image de même taille que celle de l'objet. Je pense que c'est pas très surprenant. J'imagine que vous attendiez à ça. Quand on se regarde devant un miroir plan, on se voit pas ni agrandi, ni réduit. On se voit de notre vraie taille. Mais c'est intéressant parce que l'activité qu'on vient de faire, ça vient de le confirmer de façon physique. Numéro 7, mesure la distance qui sépare l'objet du miroir ainsi que la distance qui sépare l'image du miroir. Donc la distance objet-miroir, encore une fois, simplement, vous prenez votre règle. Alors, pour la distance objet-miroir, simplement vous mesurez la distance qui est ici entre l'objet et le miroir. Ça devrait vous donner 6 cm. Et même chose pour l'image. Entre l'image et le miroir ici, ça devrait aussi vous donner 6 cm environ. C'est sûr que ce ne sera pas exact. Ça se peut que vous ayez 5.9 ou 6.1. Ça se peut parce que, dans le fond, c'est une méthode graphique qu'on a faite ici. C'est sûr que si vous étiez pas parfaitement précis dans votre prolongement de rayon ici, ben ça se peut que votre ligne soit un peu à côté, puis vous ayez quelque chose d'un peu différent. Mais si vous avez fait un travail très précis, vous arriveriez à 6 cm de part et d'autre. Donc déjà, on peut tirer une conclusion de ça. Quand on a un miroir plan, l'image est derrière le miroir, comme on vient de voir, comme on voit sur le dessin, et elle va être à la même distance du miroir que l'objet. L'objet est à 6 cm, l'image est aussi à 6 cm. Okay? Autrement dit, si vous vous placez devant un miroir, puis vous êtes, mettons, à 2 mètres du miroir, un miroir plan, votre image, c'est comme ça va être derrière le miroir, mais à 2 mètres aussi derrière le miroir. Si vous êtes à 2 mètres devant le miroir, votre image va être 2 mètres derrière le miroir. Il y a une symétrie. Autrement dit, vous et votre image, vous allez être une position symétrique par rapport au miroir. C'est vraiment important de comprendre que l'image se forme derrière le miroir. Ici, le derrière le miroir, c'est le côté droit. Devant le miroir, c'est le côté gauche. Ce qu'on appelle le devant d'un miroir, bien sûr, c'est le côté qui est réfléchissant. Tandis que derrière le miroir, c'est l'autre côté. Fait que, bien important de réaliser ici que l'image s'est formée derrière le miroir, du côté droit. C'est important de comprendre que cette image-là, ce n'est qu'une illusion, parce qu'il n'y a rien qui se passe derrière le miroir. Bien sûr, il n'y a rien qui se passe derrière le miroir. C'est juste qu'on a l'illusion qu'il y a une image, qu'il y a quelqu'un à cet endroit-là. C'est comme si vous regardez devant un miroir, c'est comme si vous avez l'illusion qu'il y avait votre jumeau identique qui vous faisait face à la même distance
que vous trouvez du miroir, mais derrière celui-ci. C'est ça qu'on vient de prouver, en fond. Mais tout ça n'est qu'une illusion. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une image virtuelle. Elle n'est pas réelle. Il n'y a rien réellement à l'endroit où se trouve l'image derrière le miroir. Il n'y a rien, là. C'est vraiment une illusion. C'est une image virtuelle. Alors, concluons le tout. On va spécifier les 4 caractéristiques de l'image. La nature, réel virtuel, le sens, droit ou inversé, la grandeur par rapport à l'objet, qui va être soit de même taille, plus petite ou plus grande, et la position. Alors, la nature, réelle ou virtuelle? On l'a dit, virtuelle. C'est pas une image qui est vraiment là, c'est une illusion. Sens. Ben, comme on a dit tout à l'heure, la pointe de l'image est vers le haut aussi. La tête est encore en haut, puis les pieds sont encore en bas. Fait autrement dit, le haut est encore en haut, le bas est encore en bas. Donc, c'est une image droite. Bien sûr, quand on se regarde devant un miroir, on se voit pas la tête on se voit pas à l'envers, on se voit droit. La grandeur de l'image, elle est de même grandeur que l'objet. Et sa position, mais ici on avait une position exacte. Si on veut définir exactement la position, on va dire 6 cm derrière le miroir. Mais ça, c'est pour le cas particulier qu'on vient de faire. Mais si on généralise ça, plus généralement, on peut dire que l'image était symétrique à l'objet par rapport au miroir. Okay? Si on définit un axe de symétrie qui passe par le miroir, l'objet et l'image sont symétriques par rapport au miroir. Autrement dit, l'image est dans la même distance que l'objet, mais derrière le miroir.